Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Match gala, match à enjeu, match remporté par les Verts ce week-end dans cette période de trêve internationale pour les garçons. Ce sont les féminines de l'AS Saint-Étienne qui affrontaient Lens à Geoffroy Guichard, un match que vous avez pu vivre en direct et en intégralité avec nous. Place maintenant au débrief de cette 19e journée d'Arkema Première Ligue face à Lens avec à mes côtés Joris Sabi d'Envers et contre tous. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Et Jérémy Marélier, notre journaliste d'ici Saint-Étienne-Loire. Salut Jérémy. Salut Martin, bonsoir à tous. Au programme également de cette émission, la reprise du championnat de Ligue 2 samedi prochain et nos internationaux qui n'ont pas chômé pendant cette trêve avec des matchs qui sont joués à l'autre bout du monde. Faut-il faire tourner les titulaires contre Nancy à la radio et sur YouTube? Bienvenue dans 100% Synthé. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. Et avant de parler un petit peu, de faire l'analyse de cette rencontre face aux féminines, encore faut-il vous en proposer un petit résumé. 100% synthé, le match. Et avec seulement 2 victoires à leur actif et 8 buts marqués seulement cette saison, la section féminine de l'AS Saint-Étienne est samedi 11e dans le fond du classement d'Arkema Première Ligue avec 9 points à égalité avec Montpellier. Juste derrière Lens, justement, adversaire du soir des joueuses de Yannick Chandiou en jeu de taille. Donc, et les premières minutes de jeu préfigurent de l'intensité de la rencontre, des contacts, des fautes, de l'envie de part et d'autre. Et à la 11e. Sarah Combo qui tente d'avancer, entrée de surface, d'envoyer en profondeur Ali Nadim, peut-être qui rentre dans les 6 mètres, la frappe pour le but de l'AS Saint-Étienne. C'est Ali Nadim qui ouvre le score après 10 minutes de jeu. Najma Ali Nadim, servi par sa capitaine Sarah Cambo, ouvre le score, fait démarrer cette rencontre sous les meilleurs auspices côté verte, 1-0. Et malheureusement, la buteuse stéphanoise est contrainte de sortir à la 28e minute sur blessure, remplacée par Nicolina Isto, qui peut expérimenter. Ce remplacement correspond d'ailleurs à une baisse de régime côté verte. Les Lensoises poussent et à la 39e. Les Lensoises entrées de surface avec une frappe pour l'égalisation. L'égalisation lensoise signée BGC. Ouais, tout est à refaire. Les deux équipes se laissent à un partout à la mi-temps, non sans une belle phase d'attaque stéphanoise dans les arrêts de jeu. Au retour des vestiaires cependant, la tendance s'inverse. Lens domine sauf sur coup de pied arrêté. Les Stéphanois sont dans un bon moment là, un moment fort avec un corner. Sarah Cambo, c'est parti. Vers le deuxième poteau, est-ce qu'il va y avoir une tête Stéphanois à la tête de Gagic? C'est cadré, c'est sur la barre, ça vient c'est le but stéphanois. Et c'est Kelly, la défenseuse américaine, qui vient marquer, faire trembler les filets et aller faire chavirer la tribune Henri Point. Corner transversal, reprise par Moira Kelly à la 62e. C'est un peu brouillon, certes, mais le score est là, 2-1. Et les Amazones décrochent leur 3e victoire de la saison. Une victoire à tempérer en revanche, car les Marseillaises sont elles inclinées 2-1 au Vélodrome contre les Montpelliéraines devant 35 000 spectateurs, c'est à signaler. Maintenant, Lens, Montpellier et Saint-Étienne sont à 12 points, rien n'est gagné pour le maintien. Un petit corner pour commencer. Je m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi je suis parti sur le corner. Mais vous aimez bien les poteaux de corner, Jérémy Marélier, donc vous allez pouvoir commencer. Belle transition. Vous avez vu ça? Débriefer un petit peu cette rencontre. Un match référence pour les Vertes. Oui, un match référence depuis 3 semaines, effectivement, peut-être un an, mais plus sérieusement. Un match de gala, un événement très beau qui a eu lieu samedi à Geoffroy Guichard, le 2e match seulement de la saison à Geoffroy Guichard pour les Vertes, match de gala, un record d'affluence, on va y revenir pour un match des féminines à Geoffroy Guichard, et puis surtout cet enjeu qui était vital pour l'avenir des Vertes dans l'élite du football féminin français, les Vertes relégables avant cette rencontre. Plus que 4 matchs à disputer, 3 points de retard sur Lens, il fallait absolument gagner, retrouver le chemin de la victoire pour continuer de croire à ce maintien, et les Vertes l'ont fait. Les Vertes ont retrouvé de l'allant avec des principes mis en place par leur nouvel entraîneur Yannick Chandiou, une envie de simplicité également, ce qu'on a pu voir sur ce fameux corner et sur ce but de l'américaine Moira Kelly. C'est pour ça que vous l'avez choisi dans l'accent anglais? D'accord, ok, je comprends mieux. La victoire est là, les Vertes continuent de croire au maintien, et c'est ce qu'on retient forcément de cette belle soirée de foot à Geoffroy Guichard. Des Vertes pragmatiques, des individualités aussi à souligner, Joris. Sarah Cambo,
Gros match quand même. Forcément, elle est impliquée sur les 2 buts. En plus, on l'a vu faire énormément d'efforts, que ce soit défensif ou offensif durant toute la rencontre. Donc pour moi, c'est peut-être la femme de ce match-là. Et après, il y a eu quand même une équipe de Saint-Etienne qui ne s'est pas démobilisée, parce que ça aurait pu être le cas. On sait que quand ça ne tourne pas rond dans une équipe et qu'en plus on encaisse cette égalisation, qu'on perd sa buteuse. On avait déjà perdu Sophie Horneman la semaine précédente, donc c'était quand même compliqué. Et au final, les Vertes sont parvenues à aller arracher ce succès. Et puis on en parlait à demi-mot en préparant ce match la semaine dernière. On disait que s'il n'y avait pas victoire, ça allait être très compliqué. En vrai, s'il n'y avait pas eu victoire, je pense que c'était quasiment mort, notamment s'il y avait eu défaite, parce que là, les Vertes auraient accusé un retard de 6 points sur les Lensoises, avec une différence de but particulière qui aurait donc été défavorable. Je vois pas comment l'AS Saint-Etienne aurait pu s'en sortir après ça. Donc là, maintenant, les chances sont de nouveau permises pour espérer le maintien du côté des Vertes. Mais ça va être encore très compliqué, hein. On l'a vu, le classement il est ultra serré. Je pense que depuis que je travaille, j'ai jamais vu un classement aussi serré dans une catégorie de l'AS Saint-Etienne. Vous travaillez Depuis que je travaille sur l'AS Saint-Etienne. Arrêtez sur YouTube, on va encore nous dire vous détestez entre vous. C'était trop facile, pardon, c'était facile. On ne s'aime pas trop. Après. Et ce matin, je crooi que sur ici Saint-Etienne-Loire, vous avez eu une petite calculatrice qui vous a accompagné. Ouais, vous avez vu, il y a du budget. Hein. On investit. Ouais. C'était la calculatrice de mon iPhone. Donc c'est un peu lié quand même au téléphone. Mais oui, toutes les équipes sont à 12 points, parce qu'on parle de classement ultra serré. Ce classement-là, c'est donc les 3 équipes qui vont lutter pour leur survie en première ligue. Et elles ont toutes 12 points. Donc ça va se jouer à la différence de but particulière, hein, c'est-à-dire la différence de but des confrontations directes, puis après la différence de but normale. Mais j'espère que les Verts vont faire le travail dans cette fin de saison. Notamment, on en parlera de la confrontation face à Montpellier, qui sera capitale forcément face à une concurrente directe. Parce que justement, si on pouvait éviter d'avoir à sortir ces calculatrices pour savoir qui va se maintenir en première ligue, ce serait mieux. Si l'AS Saint-Etienne peut bien sûr prendre 1 ou 2 points d'avance d'ici la fin de saison. Je crois qu'on a prévu un petit temps calculatrice dans cette émission, Joris, donc vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous allez m'en offrir une ? Non, pas beaucoup. Quoique j'ai peut-être ma Casio du collège qui doit traîner quelque part encore dans mes placards. J'en avais une au lycée où on pouvait, vous savez, on pouvait faire les feuilles de pompe un petit peu, on pouvait noter des choses. Bon après, il y a prescription, quoi. Le bac c'était quoi, 2015 ? Très bien. C'était un peu plus longtemps que ça. Non, mais au-delà de ce moment calculatrice, justement, qui va rappeler une sorte de mémoire de Madeleine de Proust de Joris, et plein d'éléments positifs sur ce match-là, forcément, un élément symbolique, mais peut-être plus que symbolique. C'est la première fois que cette équipe féminine, elle s'impose à Geoffroy Guichard. Et ça, dans une fin de saison aussi serrée, avec autant d'enjeux, c'est peut-être quelque chose qui peut faire office de déclic dans la tête des Stéphanoises. S'imposer pour la première fois à Geoffroy Guichard devant plus de 8000 supporters. On se souvient en tout début de saison de la lourde défaite dans le Chaudron, quasiment vide face à Marseille, 4-0. C'est très positif. On a beaucoup parlé dans l'avant-match et depuis plusieurs semaines maintenant, depuis quasiment le début de saison, de l'inefficacité offensive, de l'indigence offensive presque de cette équipe. 8 buts seulement dans cette rencontre depuis le début de la saison. C'est ce que j'allais vous dire. Et la première action, elle est fabuleuse. La passe en profondeur de Sarah Cambo, la finition de Najma Ali Najim, c'est un but qui est parfait. Et un autre point, évoqué aussi par les joueuses, par le nouvel entraîneur Yannick Chandiou, le fait de ne pas avoir beaucoup travaillé, peut-être pas assez en tout cas, les coups de pied arrêtés depuis le début de saison. Elles l'ont fait beaucoup ces derniers temps. Et sur le deuxième but, c'est quoi ? Un corner, avec le jeu de tête de Gagic qui a fait la différence. Donc un corner, oui pardon, excusez-moi, je ne maîtrise pas encore toutes les nuances anglophones. Mais voilà, plein de petits éléments positifs qui nous laissent croire que le maintien est toujours possible pour ces Vertes. On parlait calculatrice, vous aviez rappelé 8 buts inscrits seulement avant cette rencontre. 10 depuis 10, 2 buts sur 10, ça fait 20% quand même, une croissance de 20%. C'est fort. Dans les buts. Attendez. Là, il y a du calcul. Attendez. Vous n'avez pas besoin des formules, vous les avez toutes en tête. Écoutez, il n'y a pas de problème. Je vais faire un ratio comme ça, la paf, table de 3. Non, mais voilà, des mots offensifs qui semblent en tout cas loin derrière les Vertes au regard de cette seule rencontre. Pas si loin que ça. Et une solidité défensive qui aussi fait plaisir dans le money time, dans les arrêts de jeu, parce que les Lensoises, elles ont été très dangereuses aussi en fin de période. De toute façon, elles, c'est pareil. Les Lensoises se déplaçaient avec cet objectif de performer face à une concurrente directe. En plus, il y avait
cet avantage qu'avaient les Lensoises avant le coup d'envoi. Un match nul aurait été un très bon résultat pour Lens. Elle conservait ses 3 points. En plus, elle conservait cet avantage dans la différence de but particulière. Donc, je pense que quand il a resté 10 minutes de jeu, les Lensoises se sont dit on tente le tout pour le tout. Mais il y avait aussi cette volonté peut-être de ne pas encaisser le 3e qui les aurait fait passer derrière vraiment à la différence particulière. Donc voilà, mais les Vertes, elles ont su être solides. Et comme je le disais, psychologiquement, c'est bien parce que quand on est dans une saison où rien ne va, où les défaites s'enchaînent, c'est souvent là qu'il y a ce petit but dans le temps additionnel qui fait très mal. Et là, au final, les Vertes ont su rester solides, notamment Pinguet sur les 2 coups de pied arrêtés où elle sort bien dans les airs, poste interposé. Elle a fait du bien à sa défense. La gardienne de la SS. Ouais, exactement. Donc voilà, non, c'est très positif. Après, voilà. Oui, 2 buts, ça fait 20% de plus que sur le reste de la saison. Ça reste quand même un faible total. Et puis, il y a aussi cette réalité de ce qu'est la première ligue chez les féminines. C'est-à-dire que il y a des matchs comme Saint-Étienne-Lens, ça joue. C'est serré et ça peut tourner à l'avantage de l'AS Saint-Étienne. Et il y a aussi les autres matchs face au PSG, face à l'OL, face au Paris FC, où généralement c'est très très dur de prendre des points. Donc c'est pour ça que sur cette fin de saison, il y aura un match qui aura d'autant plus d'importance, c'est celui face à Montpellier, qui est un match de ce championnat-là de bas de tableau. On va parler du reste du calendrier des féminines, justement, voir un petit peu si cette mission maintient est si impossible pour elles, et voir un petit peu ce qui réserve, ce à quoi vont se confronter les Vertes. Ça y est, je m'embrouille. 100% synthé, l'émission embrouille. Bienvenue sur votre radio ici Saint-Étienne-Loire et sur YouTube, bien sûr. On va continuer cette émission. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Les féminines de l'AS Saint-Étienne, donc, qui ont remporté cette 19e journée d'Arkema Premier League 2-1 face à Lens. On a pu parler un petit peu de ce résultat positif, attempéré par rapport à la victoire de Montpellier contre Marseille au Vélodrome devant 35 000 supporters, s'il vous plaît, Joris. Ouais, c'est sûr que ça, c'est la petite mauvaise nouvelle, parce que les Vertes pouvaient espérer se mettre à l'abri, en tout cas, de Montpellier en remportant. Elles pouvaient prendre 3 points d'avance et au final, Montpellier allait créer l'exploit à Marseille, bien aidé par le début de match des Marseillaises un peu manqué. Je vous invite quand même à aller voir l'ouverture du score à Montpellier. Une passe en retrait mal assurée directement dans son propre but de la part de la malheureuse Marseillaise, mais du coup ça resserre encore tout au niveau du classement. On l'a dit, 3 équipes qui sont à 12 points, et j'ai même envie de dire que sur cette fin de saison, les Marseillaises s'invitent peut-être dans cette course au maintien. Elles ont que 4 points d'avance sur ces 3 poursuivantes. Alors on le disait, elles ont quand même ce petit match-là qui va leur permettre normalement de pouvoir se maintenir, parce que dans ce championnat, même s'il reste quelques matchs, souvent quand on joue contre le PSG, l'OL, le Paris FC ou même Fleury, on prend pas de points. Donc c'est ce qui va permettre normalement aux Marseillaises de rester devant tout ce petit peloton. Mais quand même, ça fait quand même une lutte à 3, voire peut-être 4 équipes pour se maintien en première ligue. Les Marseillais ne sont pas sauvés mathématiquement, mais encore une fois, on parle de la différence de but particulière qui prédomine dans ce championnat. Les Marseillais sont venus gagner 4-0 à Geoffroy Guichard, donc la différence de but, on ne l'aura pas sur ces Marseillaises. Mais oui, ce sera une fin de saison passionnante. Il y a un petit break, on ne reprend pas avant fin avril. Le 22 avril, je crois, la prochaine journée d'Arkema Premier League. Il reste 3 matchs. Le calendrier des Stéphanoises, il n'est pas simple. Un déplacement Montpellier, sur la pelouse du Paris Saint-Germain, l'une des plus grosses équipes d'Europe, pas besoin de les présenter. Ce fameux déplacement à Montpellier, incroyable quand même de se dire que ce maintien va sans doute se jouer lors de cette rencontre-là à Montpellier. L'ancienne équipe du nouvel entraîneur stéphanois, Yannick Chandiou, qui était encore à Montpellier il y a 2 mois de ça. Je ne sais pas pourquoi je regarde ma montre en disant ça. J'ai pas un calendrier mensuel sur ma montre non plus. Un réflexe. Oui, un réflexe. Ouais. Il est déjà 18h à New York. 17h. Donc oui, ce sera passionnant jusqu'au bout, ce déplacement à Montpellier. Un dernier match à domicile face à Fleury. Où là aussi les Vertes ont un coup à jouer. Fleury n'aura peut-être plus rien ou plus grand chose à jouer en cette fin de saison, donc pourquoi pas décrocher des points également. Les Vertes ont fait nul à l'aller contre Fleury en plus. J'ai plus le résultat en tête là
là-dessus, à l'extérieur, à Fleury. Il y a peut-être des points à glaner dans tous les cas pour cette fin de saison verte. Ce sera plus compliqué pour Lens. Ce sera... je ne suis pas convaincu. Enfin, peut-être que Lens a l'un des calendriers les moins défavorables, on va dire. Les Lensois se déplacent au Havre, équipe du milieu de tableau. Elles reçoivent l'Olympique de Marseille dans un match qui, là aussi, aura son importance avec, on l'a dit, des Marseillaises qui ne sont pas encore mathématiquement sauvées. Un déplacement pour finir au Paris FC, qui celui-là sera très compliqué. Donc les Lensoises, elles peuvent encore prendre des points. Et Montpellier a une fin de saison très compliquée aussi, avec un déplacement sur la pelouse du Paris FC, la réception de l'AS Saint-Etienne et puis un déplacement à Lyon pour terminer. Donc autant dire encore une fois, ce match Montpellier-Saint-Etienne dans quelques semaines, il sera décisif pour le maintien de l'une de ces deux équipes. Mehdi Kaeli, cette émission m'a dit dans l'oreillette que les féminines de l'ASS avaient fait 0-0 contre Fleury à l'aller. Donc effectivement, c'était bien un point du nul qu'avaient glané les Verts lors de ce match aller à voir pour le match retour. Joris, ce calendrier-là, c'est un calendrier qu'il faudra surveiller pour les féminines. Forcément, tous les matchs auront leur importance, donc il faudra aussi regarder les équipes qui n'ont plus rien à jouer. Il y en aura certaines, on parlait de l'OL par exemple, qui seront bien au-dessus et qui seront directement qualifiées pour les playoffs. Après, je vois mal l'OL bazarder ce match et entre guillemets fausser le championnat. Donc voilà, je pense que plus on jouera des équipes qui ont un niveau différent du sien, plus ça sera compliqué. À ce petit jeu-là, la Saint-Etienne aura cette confrontation directe qui, pour moi, sera la clé de voûte de cette fin de saison. Si les Vertes battent Montpellier, pour moi, elles auront fait un grand pas vers le maintien. Déjà, elles assureront cette différence particulière par rapport aux Montpelliéraines qu'elles ont battues à l'aller 4-2. Et puis surtout, elles reprendront certainement 3 points à Lens, qui certes va jouer des équipes un petit peu de son championnat, mais des matchs qui vont pas être faciles. Marseille, qui n'est pas sauvé, va jouer sa peau. Ça sera peut-être plus facile de jouer, comme Lens le fait aussi, des équipes comme Le Havre, qui elles sont quasiment sûres d'être sauvées et qui peuvent plus jouer plus haut, et qui pour elles la saison est entre guillemets terminée, même si on a toujours la volonté de finir le mieux possible. Et puis l'importance des calculettes, on en rigole, mais c'est une vraie réalité dans cette Arkema Première Ligue, dans un championnat à 3. Montpellier, Saint-Etienne, Lens à égalité, c'est pour l'instant Saint-Etienne qui a l'avantage, et dans un championnat à 2, sur Montpellier, pour l'instant, l'AS Saint-Etienne a l'avantage grâce à une victoire 4-2 au match aller des Stéphanoises. Il ne faudra pas le perdre, tout simplement, ce match retour à Montpellier. Effectivement, un match qu'on pourra suivre également en parallèle de la saison masculine qui arrive dans sa dernière ligne droite, avant de justement parler des internationaux et de ce prochain match face à Nancy en Ligue 2 pour la section masculine. Revenons peut-être sur ces records d'affluence dont on a donné les chiffres mais qu'on n'a pas commenté. Plus de 8000 supporters à Geoffroy Guichard, 35 000 du côté du Vélodrome de Marseille, le foot féminin. Une image pour ce week-end qui est plutôt positive, Jérémy. Ouais, des rencontres qui étaient organisées pour la première fois, toutes les rencontres d'une journée d'Arkema Premier League dans des, entre guillemets, grands stades du foot français. C'était le cas sur absolument toutes les pelouses, avec un record d'affluence à la clé. Plus de 69 000 spectateurs au total sur les pelouses d'Arkema Premier League, plus de la moitié à Marseille pour un match entre l'OM et Montpellier. C'est la première fois que les Marseillais jouaient au stade Vélodrome, plus de 8800 à Saint-Etienne, ça aussi c'est quelque chose de très important, c'est 2 fois plus que la précédente marque, un peu plus de 4000 pour un match à Geoffroy Guichard, donc c'est forcément aussi quelque chose qu'il faut interpréter de manière positive, et une 19e journée qui restera comme un moment fondateur pour le football féminin français. C'est Jean-Michel Aulas qui le dit, Jean-Michel Aulas, Jérémy Marié qui reprend du Jean-Michel Aulas. On aura tout vu dans cette émission, les masques tombent. Excusez-moi, je me remets de moments difficiles à Lyon, dans cette ville. J'essaye de porter un peu de baume au cœur à Jean-Michel. Tu parlais vert en plus, là, ça récemment. Je pense qu'il n'a pas le sourire. Tu parlais vert. Excusez-moi, c'est factuel. Non, mais j'étais obligé. Enfin, c'est le président Jean-Michel Aulas de la Ligue féminine de football professionnel. Je peux le citer quand même. Bien évidemment. Chacun a ses références. Je peux lui faire un petit bisou aussi, peut-être. Je sais pas. Allez-y, tout est permis. Stop, messieurs. Sinon, on va s'engouffrer dans une brève
brèche dont on ne ressortira pas de sitôt. Voilà. Mon cher Joris, non, c'est vrai que c'était un beau week-end de football féminin. Est-ce que finalement le pari est tenu, ce pari-là, qui était de dire arrêtons d'organiser des matchs face à des grosses écuries d'Arkema Premier League, des OL Lyon, des PSG, et allons voir des matchs avec plus d'enjeux, comme face à Marseille à l'aller et face à Lens au retour. Ouais, peut-être. Après, on se souvient, Marseille, ça avait été un flop complet pour la billetterie. Je crois 1600 ou 1800 supporters à ce moment-là. Là, cette fois-ci, ça a mieux marché. Alors, il y a eu aussi ce petit jeu concours mis par la SS de paliers avec différentes animations proposées à chaque fois qu'un palier était franchi. Je ne sais pas si honnêtement ça a joué son rôle, mais peut-être un petit peu. Puis il y a ce côté aussi vraiment match lutte pour le maintien face à Lens. Donc je pense qu'il y a un petit peu de tout qui a fonctionné. J'ai presque même un peu de regret que la météo n'ait pas été du côté des Verts, parce que je pense qu'avec une météo un peu plus clémente, on pouvait attirer encore 3-4 000 personnes de plus, je pense. Parce que pour ceux qui y étaient quand même, il faisait très froid. Rodolphe Montagnier, pendant le direct, nous a dit que c'était un jeu parfait pour jouer au football à l'anglaise. Sur il avait l'habitude, sur les terrains de Létra, c'était... moins 10, il est en short t-shirt. C'était l'été, il avait le cocktail. Enfin, il vous a certainement pas tout dit à l'antenne. Mais voilà, je pense que, en tout cas, on est sur la bonne voie du côté de Saint-Etienne, parce qu'on se demandait un petit peu justement comment attirer un peu plus de monde pour aller vertes. Là, faire 8825, je crois très exactement, c'est très bien. Et puis après, je pense que ce qui amènera du monde, c'est les performances de l'équipe féminine. On se souvient qu'à l'arrivée de Sébastien Joseph, qui est désormais parti de l'AS Saint-Etienne, il évoquait une possibilité de jouer dans les années à venir l'Europe. Si ça vient à être le cas, forcément que le public stéphanois suivra, et que mieux les performances seront et plus les tribunes du stade Geoffroy-Guichard seront remplies. Donc on espère que les Vertes vont non seulement se maintenir cette saison, et pourquoi pas viser un petit peu plus haut sur les saisons à venir. L'Arkema Premier League, vous en avez parlé Jérémy, qui reprendra fin avril pour les féminines de l'AS Saint-Etienne. En revanche, la Ligue 2 reprend dès ce week-end. On va pouvoir en parler dans 100% Synthé. Abonnez-vous sur la page YouTube de cette émission si ça n'est pas déjà fait. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. La Ligue 2 reprend ce week-end prochain face à Nancy, et Philippe Montagnier pourra ou ne pourra pas forcément compter sur ses titulaires habituels en raison de cette trêve internationale qui a été quand même bien importante côté vert. On fait le tour rapidement. Ben Holt, Zoriko Davitashvili, Irvine Cardona et Lucas Tassin qui notamment ont joué des matchs à des heures pas possibles, Jérémy, et c'est pas fini pour certains d'entre eux. Parlons peut-être de Ben Holt qui a fini, lui, au Chili. Oui, il a terminé ce lundi matin, Ben Holt, heure française, ce lundi matin, son tournoi amical de la FIFA je ne sais quoi. FIFA Series. J'arriverai jamais à retenir ce mot de tournoi, je suis désolé les gars. Un tournoi entre une sélection de 3 continents différents en Nouvelle-Zélande face à la Finlande. Une première défaite pour Ben Holt face à la Finlande où il a joué quasiment tout le match dans une position d'ailier gauche, Ben Holt. Et puis ce lundi matin, dernier match amical face au Chili avec là une large victoire de la Nouvelle-Zélande 4-1, 5-1, 4-1. Mais bon, avec une équipe du Chili réduite à 10 très rapidement en première période. Et un Ben Holt qui a pour la première fois été aligné en arrière-gauche avec cette équipe de Nouvelle-Zélande. Notre Bichente Lizarazu, bien sûr. Le Bichente Lizarazu de Nouvelle-Zélande. Donc voilà, Ben Holt qui nous disait toujours qui nous a toujours dit que quand il était en sélection, son sélectionneur le voyait comme un ailier, avec un joueur référence à ce poste-là chez eux déjà, au poste d'arrière-gauche. Et bien là, Ben Holt a eu sa chance aussi en arrière-gauche en Nouvelle-Zélande, à quelques mois de la Coupe du Monde. Donc voilà, peut-être que l'adaptation pour Ben Holt va se faire également à ce poste de latéral gauche, qui serait peut-être pas surprenant non plus, Joris, vu ses prestations avec la SS. Ouais, complètement. Je pense que maintenant, il a bien pris de ses marques à ce poste-là. Et puis je pense que le sélectionneur, comme tous les sélectionneurs, on le voit, que ce soit en équipe de France ou que ce soit en Belgique, notamment avec Lucas Tassin, il y a des tests. C'est le dernier rassemblement avant le Mondial 2026. Tous les sélectionneurs veulent tester des choses et je suppose que ce match-là a permis aussi
au sélectionneur d'en voir un petit peu plus avec Benold latéral gauche. Ça s'est plutôt bien passé pour lui. Alors il faut quand même remettre le contexte, hein, comme l'a fait Jérémy. Ce carton rouge tôt dans le match Paul Chili a peut-être permis à Benold d'avoir ce rôle un petit peu plus offensif qu'on lui connaît habituellement, puisque je pense que le Chili a joué quand même bas et puis le score témoigne, 4-1. Donc il y avait, je crois, 3-0 au moment de sa sortie à Benold. Donc je pense que défensivement, il n'a pas trop tremblé, le joueur stéphanois. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que Benold, en tout cas, a toujours les faveurs de son sélectionneur et qu'il engrange du temps de jeu. Et ça, dans sa fin de saison à l'AS Saint-Etienne, il va y avoir 6 finales. Il est en pleine bourre. En tout cas, je pense qu'il est dans la forme de sa vie. Enfin, depuis qu'il arrive à Saint-Etienne, je pense qu'on ne l'a pas vu autant enchaîner les matchs. Enfin, c'est même sûr. Donc ça, c'est plutôt de bon augure. À voir après ce qui donnera après 24 heures de vol depuis la Nouvelle-Zélande. Là, pour le coup, Benold, il jouait aujourd'hui. Donc ça va lui laisser quand même le temps avant samedi de peut-être se reposer un petit peu. On n'aura peut-être pas le même cas avec Lucas Tassin. On va avoir l'occasion d'en parler. Qui pourrait revenir mercredi au plus tôt à Saint-Etienne, si on compte les 24-28 heures de vol depuis la Nouvelle-Zélande. Et si on compte le jet lag, oui, voilà. Après, Benold finalement est assez habitué à ça. Oui. Il nous l'avait dit dans sa gestion aussi des temps de vol, de la gestion du sommeil, de l'alimentation, de la récupération. Mais oui, il y a forcément peut-être une part d'aléatoire aussi dans ce retour. Et Eric Orneland et Olivier Dalloglio, je crois, nous le racontaient, qu'il y a forcément un moment où le joueur, quand il se pose en France, a besoin de dialoguer aussi avec son staff, de dire où est-ce qu'il en est par rapport à sa fatigue, s'il est tout de suite apte opérationnel à jouer dès le samedi. Mais la question va forcément se poser pour Benold. Elle va se poser aussi pour Lucas Tassin, qui joue un dernier match aussi avec la Belgique demain à Chicago, dans la nuit de mardi à mercredi. Ouais, c'est ça, parce que c'est demain, donc heure demain, oui, américaine. Parce que là on est lundi. Mais demain, au final, ça sera à 3h du matin, heure française, donc le mercredi. Donc là, pour le coup, avec un match le samedi du côté de Nancy, je suis pas sûr que Stassin sera dans les meilleures dispositions, sachant qu'en plus, il risque de jouer ce match. Stassin, il n'a pas joué, il est l'un des rares joueurs à ne pas être entré en jeu. Le seul joueur de champ à pas être entré en jeu avec la Belgique face aux États-Unis ce week-end. Donc, victoire 5-2. Il y a très forte chance qu'il joue. Enfin, qu'il joue peut-être même titulaire ou qui rentre en jeu, donc forcément. Oui, ça paraîtrait logique que Lucas Tassin ait quelques minutes. On n'emmène pas, je ne suis pas sélectionneur, mais on va emmener un joueur à l'autre bout du monde pour ne même pas lui faire jouer quelques minutes. Plus, ce serait compliqué mentalement. Il veut le voir, Rudy Garcia, le sélectionneur belge, donc ce serait logique de le voir au moins quelques minutes, même si la concurrence est très forte en Belgique. Charles de Ketteler, aligné titulaire à la pointe de l'attaque face aux États-Unis. Sur le banc, vous aviez Loïs Openda de la Juve, l'ancien Lensois, Dodiluke Bacchio, également du Benfica. Donc la concurrence est là, mais ça semblerait logique qu'un Lucas Tassin ait au moins quelques minutes de jeu dans la nuit de mardi à mercredi face au Mexique. En tout cas, on lui souhaite bien sûr pour son match de préparation à la Coupe du Monde. Old, Stassin, Davidashvili et Cardona également sont internationaux, chacun pour la Géorgie et Malte. Commençons peut-être par Monzuriko, qui bien évidemment joue avec la Géorgie contre la Lituanie. Je ne sais absolument pas pourquoi j'ai accepté de faire cette imitation de Bourvil en début de saison après un but de Davidashvili. C'est très mais d'ailleurs, le contexte, vous avez accepté au bout de combien de demandes répétées Une seule. C'est ça. Voilà, c'est une terrible. Il y a un défenseur de Boulogne, Gourville. On la connaît tellement par cœur l'anecdote, mais continuez. Et à l'antenne, on me demande si Saint-Etienne gagne, une imitation de Bourvil, quoi. Et Monzuriko qui avait marqué ce jour-là. Voilà, c'est nul, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous le faites bien. Hein. Je me dis que s'il y a du doublage, si on voulait faire rejouer par exemple Bourvil avec de l'IA, il faudrait une voix. Par exemple, ça pourrait. Vous avez un manager en tout cas là. Je vous le dis. Donc Davidashvili qui a joué avec la Géorgie. 2 matchs amicaux pour la Géorgie. Le premier face à Israël où il était sur le banc, match nul 2-2. Il a joué une petite demi-heure à Zoriko Davidashvili, et puis un deuxième face à la Lituanie où là il était titulaire. Zoriko Davidashvili dans un rôle dans l'axe derrière 2 attaquants, un peu en numéro 10. Zoriko Davidashvili, comme on l'avait vu en fin de match contre Grenoble, je crois, avec l'AS Saint-Etienne, doublé de Mikotadze pour la Géorgie. Vous aviez Davidashvili derrière 2 attaquants, Kvaratskhelia et Mikotadze. Pour ce Zoriko Davidashvili, et puis Ervin Cardona qui lui n'a pas encore terminé. Il joue encore des matchs de barrage de Ligue des Nations. Demain, le match retour contre le Luxembourg. Bon, c'est mal engagé parce qu'ils ont perdu 2-0 à l'aller.
Donc il va falloir faire un véritable exploit. Ça leur permettrait de monter d'une ligue dans la Ligue des Nations. Vous savez, c'est cette compétition qui remplace un peu les matchs amicaux. Donc ça pourrait être intéressant, mais Malte n'est pas bien parti, donc il faudra faire l'exploit au match retour. Luxembourg-Malte, un duel de pays intéressants. Qu'est-ce que vous allez dire? Moi, je vous laisse. Ce matin, Martin me dit qu'il imagine des façons de commenter ce match-là, des façons de célébration de supporters dans ce Luxembourg-Malte. Vous imaginez les supporters comme ça, bref. Bon, désolé. On passe le bonjour. Bonjour à tous les Luxembourgeois et à tous les Maltais qui nous écoutent. Je suis fan de vos pays. Allez, faut que j'arrête, je sais pas comment je vais rebondir. Donc oui, Oz, Davitashvili, Cárdenas, Tassin. Je n'ai aucune limite. On va pouvoir en parler un petit peu de la manière aussi de ces joueurs à gérer la fatigue et puis aussi tout simplement de la manière dont Philippe Montagnier pourra aligner son équipe en conséquence. Et il y a d'autres internationaux aussi, n'oublions pas, Abdoulaye Kanté qui est avec l'équipe Espoir de Côte d'Ivoire avec un match ce lundi soir pour Abdoulaye Kanté face au Maroc. Il en a déjà disputé un face aux jeunes Marocains. Il y en a un nouveau ce lundi soir au Maroc face au U23 marocain. Abdoulaye Kanté qui était titulaire lors de ce premier match à la place de joueurs intéressants. Il y a du beau monde en équipe Espoir de Côte d'Ivoire, notamment Patrick Zabi, le Rémois. Il a été préféré. Ça me rappelle le match contre Reims. On me disait que c'était de ma famille, mais non, ce n'est pas de ma famille. Il joue bien mieux. Zabi, oui, on va enchaîner. Non. Elle est géniale celle-là. Il veut plus continuer à parler. Du coup, il faut que j'enchaîne là-dessus. Vous voulez que je vous parle de Patrick Zabi? Oui, vous qui l'avez bien connu. Du coup. Je l'ai bien connu sur le match retour contre l'AS Saint-Etienne. Il nous avait bien fait du mal. Et d'ailleurs, c'est la dernière défaite en date, je crois, de l'AS Saint-Etienne, ou l'avant-dernière. Mais très bon joueur. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du beau monde en Côte d'Ivoire. Mais c'est pour revenir sur les internationaux, il y a beaucoup d'internationaux. Donc on citait Kanté. Il y a aussi des jeunes qui jouent un peu moins, mais Paul Aymar, Axel Dodot. Donc voilà, mais c'est bien. Après ces matchs internationaux, c'est aussi fait pour ça. Et puis souvent, c'est quand même un programme adapté qui leur permet aussi de ne pas se cramer physiquement. Je veux dire, tous les joueurs internationaux se sont le même pied d'égalité là-dessus. Le seul souci, ça va être les trajets, les voyages. Et c'est pour ça que je pense que pour Benold, même si ça vient de se terminer aujourd'hui, mais surtout pour Lucas Tassin qui est aux États-Unis et qui termine mercredi matin. Je pense que là, on va prendre un petit peu des informations le concernant et savoir s'il est apte à débuter ce match face à Nancy. Retour en Ligue 2 ce samedi, un match que vous pourrez suivre à 20h pour le coup d'envoi dès 19h pour l'avant-match avec ici Saint-Etienne-Loire. On va continuer à en parler dans cette émission 100% synthé à la radio et sur YouTube. Ici Saint-Etienne-Loire, 100% synthé. Mais alors si Benold et Lucas Tassin sont indisponibles ou en tout cas trop fatigués pour être titulaires, peut-être remplaçants mais pour être titulaires ça c'est une autre question, par qui les remplacer et comment? Parce que Benold maintenant il est sur la gauche, Ebenezer Hanan n'a pas forcément montré satisfaction et puis Josh Dufus ça fait 1000 ans qu'il n'a pas remplacé Tassin en tant que titulaire, Jérémy. C'est bien, vous êtes optimiste Martin, ça fait plaisir, on a hâte d'aller à Nancy ce week-end. Vous lancez comme ça et de me dire que j'ai tort. Jérémy c'est la mouise. Dites-moi Jérémy que j'ai tort de grâce. Mais oui, vous avez tort Martin, vous avez tort parce que la Saint-Etienne a un effectif riche qui peut lui permettre de rester avec une certaine stabilité d'ici la fin de saison, espérons-le, même si oui, Lucas Tassin, Benold sont finalement deux joueurs essentiels dans la dynamique actuelle de l'AS Saint-Etienne. Imaginons, un Benold fatigué, un Tassin fatigué après leur voyage à l'autre bout du monde, il y a plusieurs possibilités qui pourraient s'offrir. Si on imagine rester dans un 3-4-3, une composition en 3-4-3, avec un Ebenezer Hanan qui reviendrait sur le côté gauche, peut-être un Josh Dufus à la pointe de l'attaque, avec un Cardona et un Davitashvili sur le côté, ça peut faire la maille, cette équipe. Ça pourrait avoir de la tronche de l'aligner comme ça du côté de Nancy. Et puis l'autre possibilité, parce que maintenant que l'entraîneur Philippe Montagnier a plusieurs cordes à son arc, ce serait un 4-3-3, un retour au 4-3-3, avec un Ebenezer Hanan là aussi aligné côté gauche d'une défense.
peut-être des ajustements de joueurs au milieu de terrain et en attaque. Si on veut garder des forces en présence sur le banc, un Dufus qui resterait sur le banc, faire basculer un Boakye un peu plus devant avec Cardona et David Tajvili, un milieu de terrain avec Kanté, Miladinovic, Mouefek. Bon, le milieu de terrain là avec beaucoup de retours. Là, ça laisse pas mal d'incertitudes, mais sur le papier, encore une fois, un milieu de terrain Kanté, Mouefek, Miladinovic. Joris, la tronche tout de suite. Je dis ça juste pour Joris. Bien sûr. Il m'a imprimé les schémas. Histoire que vous ne vous trompiez pas. Ouais. Exactement. Voilà. Parce que vous, d'habitude, vous dites qu'il y a 12 joueurs. Vous inquiétez pas. Oui, je vous ai fait derrière un schéma en 4-4-5, ouais. comme vous l'aimez, Martin. Il est là, d'accord. Oui, il y a beaucoup de monde là. Non, mais blague à part, c'est vrai qu'un petit Miladinovic sur le milieu de terrain, vous signez, Joris. Je dis blague à part, mais alors que Joris dans la blague. Non, il n'y a plus de blague. Non, mais oui, et puis globalement, déjà, dire que pour le moment on est un peu sur de la fiction, on ne sait pas dans quel état vont rentrer Benald et Stassin. Si ça se trouve ils seront en pleine forme, ils vont être ménagés, ils vont débuter cette rencontre face à Nancy si on juge que c'est les meilleurs éléments et les plus en forme. Après ce qui est vrai c'est que quoi qu'il arrive, je pense notamment pour un Lucas Stassin qu'il n'aura peut-être pas 90 minutes dans les jambes après les voyages, notamment Benald aussi, donc il faudra peut-être changer. Moi l'idée du 3-4-3 avec Hanan à gauche, je trouve ça pas déconnant du tout parce que je trouve qu'Ebenezer Hanan a montré quand même pas mal de qualité offensive depuis qu'il est arrivé. On voit que ses entrées en jeu récemment, elles se font en tant qu'ailier. Et je pense que dans un 3-4-3 où les latéraux sont un petit peu plus offensifs, Ebenezer Hanan il pourra apporter, et puis je trouve que ça serait une belle manière aussi de récompenser parce que Ebenezer Hanan il est sorti du 11 aussi, il faut en parler parce qu'il s'est blessé, il y avait cette blessure face à Boulogne en tout début de saison et après derrière il s'est reblessé face à Dunkerque, ce qui a permis à Benald d'éclore, mais ça s'est pas fait tout de suite l'éclosion de Benald. Souvenez-vous les premiers débriefs qu'on faisait, on se demandait comment Benald allait pouvoir être aligné de nouveau à ce poste-là et pouvoir performer, donc ça s'est fait dans le temps et je pense que reconcerner un Ebenezer Hanan dans ce sprint final de 6 matchs où ça risque de peut-être un petit peu tirer la langue en fin de saison, je trouve ça bien et ce serait même une belle opportunité de le faire sur ce match contre Nancy. Et reconsidérer un Max Bernauer qui revient alors ça peut-être pas, mais peut-être pas. Enfin, c'est encore trop tôt pour remettre tout de suite un Maxime Bernauer titulaire à ce poste-là. Ça, je l'imagine pas. Sur un banc de touche, sera peut-être même pas dans le groupe si ça se trouve, parce qu'il parlait de faire un retour d'abord avec la réserve. Je le vois peut-être plus jouer avec la réserve. Ceci étant dit, le match de la réserve est le lendemain en Challenge Espoir, donc ça peut permettre à Bernauer de faire le déplacement quand même et de jouer le lendemain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'un Ebenezer Hanan et un Josh Dufus, ils font des apparitions en jeu, mais ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus été titulaires dans cette équipe. Ebenezer Hanan, ça remonte à sa dernière blessure. Début décembre à Dunkerque, entorse à la cheville, depuis plus aucune titularisation en Ligue 2. Et puis Josh Dufus, c'est encore plus lointain. C'était le 8 novembre à 3, où il était sorti à la mi-temps, après une première mi-temps où il avait tout cassé. Josh Dufus du côté de l'Estac. Donc là aussi, ça fait très très longtemps. Et oui, je suis d'accord avec Joris de pouvoir les reconcerner comme ça dans un sprint final. Ce sont des joueurs avec de la qualité. On les a vus cette saison, Hanan et Dufus. Et encore une fois, ce serait pas déconnant de les voir titulaires du côté de Nancy. Mais donc en termes de remplaçants, on aura qui? Parce que même du coup, ceux qui débutent pas, voilà. Donc en fait, si vous avez un Stassin qui peut rentrer les 30 dernières, ça reste une vraie belle cartouche sur le banc, pareil pour Benald. Et puis après, il y a quand même d'autres joueurs aussi qui peuvent apporter, notamment au milieu de terrain. Après, tout dépend comment le milieu de terrain va s'articuler, mais on sait qu'on a des profils qui peuvent être polyvalents et jouer un peu plus haut aussi. Donc non, moi je pense qu'il faut faire vraiment confiance à tout le monde dans cette fin de saison. Et c'est vrai que même à Joshua Dufus, j'en ai moins parlé, mais franchement, à chaque fois qu'il a débuté, Joshua Dufus, ça a toujours été détonnant. Je me souviens de son premier match face à Rodez, où il fait une prestation où on se dit là Stassin il a intérêt de revenir en forme s'il veut rejouer. Donc à Pau, son entrée en jeu est belle, et il fait à Pau à l'aller, il fait aussi une très belle première mi-temps avec Cardona. Donc moi je pense que il faut concerner tout le monde, et ces joueurs-là d'ailleurs ils n'ont jamais été à l'extérieur du groupe, j'ai envie de dire. Dès qu'ils étaient disponibles, ils étaient pris, ils faisaient des entrées en jeu et ils sont intéressants. Donc moi je suis pour les voir débuter. Je trouve que ce serait même l'occasion parfaite pour le voir. On l'a vu pour Josh Dufus, pas à l'écart du tout lors de son but à Pau il y a quelques semaines de ça, le dernier but stéphanois où il a sauté de joie avec les remplaçants, avec le staff sur le banc, où tout le monde avec Dufus est allé célébrer devant le parcage à Pau. Donc non, je le sens pas à l'écart, Josh Dufus, et son apport, il doit être présent
jusqu'à la fin de saison. Faire confiance à tout le monde sur le terrain, faire confiance aussi peut-être à Philippe Montagny aussi, qui connaît ses joueurs mieux que personne et qui aussi a plusieurs cordes à son arc, on l'a dit, avec plusieurs systèmes de jeu qu'il peut mettre en place, Jérémy. Demandez si vous voulez me voir Philippe Montagny titulaire, du coup. Vous Ah aussi, oui, on peut. oui. Ouais, dans les cages. Non, mais dans les cages, la question se pose aussi, puisque normalement, Gauthier Larsonneur est censé pouvoir revenir. Face à Nancy, en tout cas, c'est dans le timing qu'on nous avait annoncé après sa blessure à Geoffroy Guichard, blessure à une cuisse. Normalement, le timing, c'est celui-là pour Gauthier Larsonneur. Un retour imaginé face à Nancy. Alors, on nous a dit encore une fois qu'on allait prendre le maximum de précautions, qu'on allait observer l'évolution des entraînements de Gauthier Larsonneur, sa capacité, dans un premier temps, à se déplacer, à renégocier des plongeons, des dégagements, du jeu au pied. On aura sans doute des dernières réponses sur le gardien et l'habituel capitaine Stéphano en ce début de semaine. Mais normalement, si le timing est respecté, un Gauthier Larsonneur peut revenir dans les cages face à Nancy. Vous pensez qu'on peut demander à Brice Maubleu de jouer les 45 premières et à Gauthier Larsonneur les 45 d'après ou... Ça, ce serait incroyable. Ça serait marrant. Ça, j'ai jamais vu ça. Non, mais on fait sortir. Non, on préserve Larsonneur, on le fait sortir à 20 minutes de la fin. Ouais, ça va être. Voilà. Ça nous a pas porté chaud s'il s'est pété dans les 20 dernières minutes. Si ça arrive, c'est qu'il y a une blessure. Non, on fait pas sur les gardiens, il n'y a pas de coaching comme ça qui se fait. Si Larsonneur débute, c'est qu'il peut dégager, c'est qu'il se sent parfaitement bien avec sa blessure. S'il débute pas, ça veut dire qu'il a encore des doutes et qu'il préfère attendre une semaine de plus avant de pouvoir rejouer. Donc non, je pense pas qu'il y aura un coaching. Mais bon, après, on sait jamais. Les coachs évoluent. Dernière ligne droite en tout cas pour la Ligue 2 avant la remontée en Ligue 1. Allez, on va être positif et y croire, bien évidemment qu'on y croit, mais il ne faut pas non plus se voir trop beau, et notamment avec ces 6 derniers matchs qu'il reste au vert pour cette dernière ligne droite, et avec cette 29e journée de Ligue 2 face à Nancy ce samedi. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. Martin Moulier. On va peut-être comparer les calendriers aussi. C'est vrai qu'on se projette sur ces 6 dernières rencontres de l'AS Saint-Étienne. Nancy, Dunkerque, 3, il y a Bastia avant et Amiens après. Et Rodez, on le valide dans le désordre. Oui, dans le désordre. Redites-nous, Jérémy, dans l'ordre, s'il vous plaît. 6 derniers matchs pour l'AS Saint-Étienne, déplacement à Nancy, réception de Dunkerque, déplacement à Bastia, même si on ne sait pas encore vraiment où ce match-là aura lieu, vu des sanctions qui pèsent au-dessus de la tête de Bastia. D'ailleurs, la commission de discipline doit se prononcer définitivement, je crois, le 8 avril sur la sanction prononcée à l'encontre du Sporting Club de Bastia. Réception de Troyes, déplacement à Rodez et réception d'Amiens. Voilà donc les 6 derniers matchs de la SS. Effectivement, et avec un calendrier qui est intéressant pour les Verts, assez stratégique d'une certaine manière, avec ce match face à Troyes pour l'avant-dernière rencontre à domicile. Donc l'antépénultième de la saison, mon cher Joris. Quelle est la question ? C'est le moment de tout casser, c'est le moment d'y aller. Ouais, c'est sûr que c'est le moment en tout cas de tenir la dynamique qu'on a actuellement pour au moins conserver cette avance sur Le Mans, parce qu'on en parle depuis le début de la saison. Si les Verts sont dans les 2 premiers, ça sera déjà le premier objectif qui sera rempli, c'est-à-dire monter directement en Ligue 1. Non, mais vous n'allez pas vous satisfaire de ça. Moi, je l'annonce depuis le mois de janvier, on joue le titre, donc j'espère que les Verts ont aussi cette ambition, mais j'en suis convaincu, quand on est compétiteur, on a envie d'avoir ce petit Graal supplémentaire, même si le titre de Ligue 2 n'a pas la même saveur qu'un titre de Ligue 1 ou que le gain d'une Coupe de France par exemple, mais bon, ça reste quand même un titre, et j'espère que les Verts auront l'ambition d'aller le chercher. Pour ce faire, il faudrait arriver à revenir à 3 points au pire de 3 avant ce match, et là il aurait une saveur incroyable ce match face à 3 si les Verts sont en mesure de pouvoir passer devant les Stacks à ce moment-là, mais ça veut dire que les Verts vont devoir performer avant, et ça veut dire qu'il faudra aller prendre des points face à Nancy, également face à Dunkerque à domicile, et ce match à Bastia, à Bastia ou pas d'ailleurs, mais contre Bastia, qui sera tout sauf facile, parce que les Bastia, ils jouent leur survie aussi. Donc voilà, ça va pas être facile, mais en tout cas, les Verts se sont mis dans les meilleures dispositions, c'est-à-dire à avoir leur destin entre les mains. Ils n'ont pas leur destin entre les mains pour le titre, mais pour la montée, ils l'ont. Ils ont ces 3 points d'avance sur Le Mans. Si les Verts font carton plein jusqu'à la fin, ils seront en Ligue 1, c'est ce qu'il faut noter. Jérémy, pour les autres calendriers ? Oui, juste sur celui de la Saint-Étienne, avant de basculer sur les autres, objectivement, le calendrier de la SS, c'est pas le plus compliqué. Il peut même sembler abordable quand on le regarde comme ça. Sur ces 6 derniers matchs-là, vous jouez contre
4 équipes qui actuellement sont en grande difficulté. 4 équipes qui sont quasiment dans la charrette depuis maintenant 2 mois. Si on prend la dynamique de cette Ligue 2 depuis l'arrivée de Philippe Montagnier sur les 7-8 derniers matchs, Amiens, Dunkerque, Bastia, Nancy, ce sont les 4 dernières équipes de ce championnat-là en termes de points pris avec Clermont. Le fameux tableau. Je l'attendais. Non, mais je vous ai pas apporté de tableau. Mais non, mais on parle toujours de dynamique, les gars. Mais vous, objectivement, vous allez jouer. Alors, ça peut évoluer bien sûr d'ici là, mais vous allez jouer contre 4 équipes qui prennent très peu de points en ce moment. Mais le revers, c'est que c'est quand même 4 équipes, quasiment toutes, vont peut-être jouer des trucs jusqu'à la fin. Forcément. Donc, ça va être des équipes qui vont être obligées d'être concernées. Donc, ça mais peut regardez, aussi... vous allez à Nancy. Nancy, c'est une victoire lors des 10 derniers matchs. Ouais. Mais pourquoi vous vous marrez? Je vous regarde, vous vous marrez quand voulez-vous que je... Ce tableau des dynamiques, c'est le meilleur running gag de cette émission. Je vous en prie. Donc, vous allez jouer à Nancy, qui n'a qu'une seule victoire lors des 10 derniers matchs. Oui. Vous recevez ensuite Dunkerque, qui n'a qu'une seule victoire aussi lors des 9 derniers matchs. Il faut faire carton plein lors de ces 2 prochains rendez-vous-là, avant d'aborder potentiellement un match contre 3 qui sera très intéressant pour la course au titre, pour prendre une première place. Vous avez la dynamique de 3 ? Elle est bonne aussi, la dynamique de 3, puisqu'il reste, je crois, sur 5 victoires de suite. Les Troyens. Ils ont eu ce petit passage à vide qui nous a permis de recoller, mais après, derrière, ils se sont tout de suite remis. Et puis surtout, je trouve qu'il y a quand même une dimension psychologique chez les Troyens qui sont capables de renverser quasi systématiquement des matchs qui sont mal engagés. Et ça fait quand même, je trouve que ça fait un petit peu le rythme du champion qu'ils avaient perdu au courant mois de février et qu'ils viennent de retrouver. Les Troyens qui, eux, par contre, n'ont pas un calendrier des plus simples, puisqu'autant la Saint-Etienne s'est équilibré sur les 6 derniers matchs, il y a 3 matchs à domicile, 3 matchs à l'extérieur. Les Troyens, c'est 4 déplacements. 4 déplacements et 2 réceptions pour ces 6 derniers matchs, cette dernière ligne droite, avec des déplacements à Montpellier, des déplacements à Rodez, qui est l'autre équipe en forme de cette Ligue 2 en ce moment avec la Saint-Etienne. Déplacement à Saint-Étienne, également un réception de Laval qui se bat encore pour son maintien. Donc voilà, le calendrier de 3, il n'est pas si simple que ça. Par contre, si on veut regarder et élargir avec notre autre concurrent direct, à savoir Le Mans, le calendrier des Manceaux, là par contre, il est peut-être un petit peu plus abordable. Vous avez la réception de Pau, qui n'a plus grand-chose à jouer, déplacement à Boulogne, qui a assuré son maintien, match à Clermont, déplacement à Grenoble, réception de Reims, match à Bastia. Donc attention au Mans, attention à cette équipe du Mans qui continue sur sa lancée et qui est une lancée qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminée. Joris. Ouais, je pense qu'il va falloir prendre des points jusqu'au bout parce que les Manceaux, ils vont rien lâcher. Et eux aussi, quand on parlait de dimension psychologique, ils sont allés gagner leur dernier match. Je crois que c'était face à Amiens, il me semble, où ils vont le gagner dans les toutes dernières minutes, 4-3, donc c'est une équipe qui lâche rien. Ils ont en plus cette fougue un peu d'équipe qui vient d'arriver dans ce championnat de France de Ligue 2, donc ça va se jouer jusqu'au bout. Donc faut que les Verts, comme le disait Jérémy, là il y a 2 matchs qui sont plutôt abordables, faut prendre les 6 points avant de se déplacer à Bastia, qui sera quand même un déplacement périlleux. Donc si déjà les Verts font 6 points sur les 2 prochains matchs, je pense qu'on y verra plus clair et on verra où seront nos poursuivants et où en est 3 également, qui a des matchs difficiles. Et on salue Paul Rivolier qui n'est pas là aujourd'hui pour nous dire que ça ne sert à rien de regarder le classement et qu'il faut prendre match après match. On n'a pas regardé le classement, on a juste regardé le calendrier. On a parlé du calendrier. Oui, c'est 2 choses différentes. Ouais, vraiment, on n'a vraiment pas du tout parlé classement. Bon, pour ce qui est de la fin de cette émission, messieurs, bien sûr que cette rencontre face à Nancy, on va la vivre en direct et en intégralité ce samedi, 19h pour l'avant-match, 20h pour le coup d'envoi. Parlons peut-être aussi d'un autre match de ce week-end, celui de la réserve. Et la réserve qui est en grande difficulté en National 3, la réserve de l'AS Saint-Etienne, qui s'est inclinée sans les titulaires, voilà, avec des jeunes, Jérémy. Et il n'y a pas forcément de titulaires ou de remplaçants en N3. Il y a potentiellement des joueurs professionnels qui viennent jouer avec cette équipe réserve, des joueurs professionnels qu'on connaît, il n'y en avait pas ce week-end avec la réserve face à cette équipe de Saran, donc dans la banlieue d'Orléans, un duel de mal classés dans cette poule de National 3, et les Verts se sont inclinés, lourdement inclinés à l'Étivalière sur le score de 3-1, match auquel vous avez assisté, Joris, où finalement il n'y a pas eu de suspense très longtemps. Non, pas très longtemps. Les Verts qui ont encaissé 3 buts en première mi-temps. Alors bon, paradoxalement, pendant 20-30 minutes,
c'est plutôt équilibré. Les Verts ont même des occasions d'ouvrir le score et après ils en encaissent un et derrière ils craquent totalement. C'est-à-dire qu'il y a 3-0 à la mi-temps, mais il peut presque même y en avoir 2 de plus tant les Verts sont apathiques défensivement. Et puis derrière il y a cette deuxième mi-temps où ils reviennent avec vraiment de meilleures intentions. Ils ont la maîtrise du jeu, ils parviennent à revenir à 3-1. On pense que ça peut relancer le match. 2 grosses occasions aussi en fin de match qui auraient pu permettre de mettre ce deuxième but et de faire trembler un petit peu ça rend. Malheureusement ça rentre pas. Donc ouais, défaite 3-1 et c'est plutôt inquiétant du côté de ouais. Pardon, je suis désolé. Je l'ai pas du tout fait. Oui, mais on s'est regardé avec Jérém. C'est ça les poètes, c'est qu'ils font des jeux de mots. Les jeux de mots sans le vouloir, ça c'est les vrais poètes. C'est incroyable, c'est le talent, hein, ça s'explique pas. Hein, il était tellement beau celui-là. Donc du coup, je sais même plus où grande difficulté pour la réserve qui est quand même sous la menace du championnat de Régional 1 parce que maintenant elle a plus matelas d'avance de 5 points qu'elle avait jusque-là sur la zone de relégation. Alors pour le moment, elle a encore son destin entre les mains et il n'y a pas de péril dans la demeure, on va dire, mais va quand même falloir un petit peu s'inquiéter pour les jeunes Stéphanois parce que si relégation il y a, ce ne sera plus le niveau national pour la réserve, ce sera le niveau régional 1. Alors ce ne seraient pas les seuls, hein. Là, Saint-Etienne, de nombreuses réserves de clubs professionnels ont été reléguées ces derniers temps, notamment avec la réforme des championnats nationaux qui a fait descendre énormément d'équipes. Mais quand même, ça ferait quand même tâche quand on connaît comment l'AS Saint-Etienne, la formation fait partie de l'ADN de ce club-là, qu'il évolue en Régional 1. Ça ferait quand même un peu tâche et faut quand même en parler et on espère que l'AS Saint-Etienne va mettre les moyens cette fin de saison pour se maintenir parce que c'est important tout simplement. Jérémy, le mot de la fin. Oui, une réserve stéphanoise, on l'a dit, mais qui n'a pas été renforcée cette semaine par des joueurs habitués au groupe professionnel, en tout cas à faire des apparitions en Ligue 2. Il y en avait eu ces derniers temps, des Chico Lamba, des Stojkovic, des Hanan. Alors, ce qui n'avait pas toujours marché d'ailleurs. Oui, ça peut s'expliquer par la période internationale. Hein. Certains joueurs qui peuvent jouer en réserve, des Dodot, des Emar, étaient retenus avec leur sélection. Stojkovic également. Et puis ça peut s'expliquer aussi par du repos. Pendant cette période-là, il y avait une période de coupure en fin de semaine dernière pour l'effectif professionnel. Donc tout ça peut expliquer l'effectif aligné en N3. Et puis oui, attention, l'AS Saint-Etienne se retrouve aujourd'hui premier non relégable dans son groupe de N3. Premier relégable, Moulins-Isère. Prochain match, Moulins-Isère, AS Saint-Etienne. Un match qui sera décisif pour le maintien de la réserve stéphanoise en N3. Affaire à suivre donc. Et on se tourne, nous également, vers vendredi pour votre prochaine émission 100% Synthé. Celle-ci touche à sa fin. Merci Joris d'avoir été avec nous. Merci Jérémy, bien sûr. On s'est bien marré. Rendez-vous donc vendredi. Bien marré, on n'a rien dit d'intéressant, mais bon, on s'est bien marré. On a bien rigolé. Pas du tout. Attendez. Cette émission était géniale. Voilà. Rendez-vous vendredi pour cette émission à la radio uniquement dès lundi prochain sur YouTube. À bientôt.